vous voulez bien votre... Donc, bonjour et bienvenue dans nos locaux, Madame Louisa. Donc, merci de vous être déplacée aujourd'hui pour nous rencontrer dans nos locaux. Donc, si le temps c'est de l'argent, soyez rassurés que les 20 prochaines minutes de la rencontre seront le meilleur investissement de votre vie, tout simplement parce que nous allons être en mesure de répondre à l'ensemble de vos objectifs grâce à une planification financière donc personnalisée à votre situation. Sans plus tarder, laissez-moi vous présenter l'équipe qui a travaillé fort sur votre dossier, donc ma collègue Joël à gauche, ainsi que mon collègue David à droite, et moi-même Aristote. Donc voici l'ordre du jour, comment nous allons répondre à l'ensemble de vos objectifs. Donc dans un premier temps, nous allons parler de tout ce qui est finance et placement. Par la suite, nous regarderons tout ce qui est l'aspect fiscal et retraite, et nous terminerons par la partie décès et protection. Donc commençons par la base, votre situation actuelle, le portrait de vos finances actuellement aujourd'hui. On appelle ça les bilans. Principalement le bilan personnel. Le bilan personnel, ce que ça vient montrer, c'est si vos finances sont en santé actuellement. On peut voir que vous avez des actifs, donc les biens que vous possédez, incluant votre entreprise, qui montent à près de 1 850 000 et des passifs qui montent à près de 200 000 avec votre hypothèque, ce qui montre que vous avez une situation financière très en santé avec une belle valeur nette. On a également le bilan successoral. Le bilan successoral vient nous montrer si votre succession est positive. Donc, si vous allez laisser un héritage à vos successeurs dans l'éventualité où vous mourriez aujourd'hui ou demain matin. Donc, on peut voir effectivement que votre valeur nette qui était très positive est encore là. Vous allez avoir des rentrées de fonds advenant votre décès grâce à votre assurance vie temporaire et votre assurance préhypothécaire et également les sorties de fonds liées à l'impôt qui va être élevé sur la vente réputée de votre entreprise en cas de décès. Tout ça pour dire que votre héritage va être très positif pour votre succession à plus de 1 800 000 $. Au niveau de l'impôt au décès, effectivement, sur votre entreprise, si vous venez à mourir, il va y avoir une disposition réputée de vos actions. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez devoir vous imposer sur le gain en capital de l'entreprise. Pourquoi c'est important de voir ça ici aujourd'hui? C'est pour voir le montant d'impôt que vous allez avoir à payer dans la situation actuelle. Effectivement, il y a moyen de venir réduire cet impôt à payer-là, et c'est ce qu'on va voir un peu plus tard avec la planification fiscale de votre entreprise. Et finalement, on a les liquidités successorales. Ça, les liquidités successorales, ça vient nous montrer si votre succession va avoir à débourser des montants d'argent dans la première année suite à votre décès pour venir financer les frais liés à votre décès durant la première année. On peut voir que vous avez des bonnes entrées de fonds grâce à votre assurance vie présentement et les sorties de fonds qui sont liées aux frais de décès et à l'impôt à payer au décès actuellement. Et il n'y a pas de problème de liquidité. Donc, à ce niveau-là, vos finances actuellement sont très positives, mais on va aller optimiser ça encore plus. Regardons ensemble la partie placement. Donc, dans un premier temps, nous allons regarder quel véhicule de placement choisir, donc toujours déterminer la fameuse question, est-ce qu'on est mieux d'aller dans un REER ou un C? Par la suite, nous allons regarder votre répartition de l'actif et voir quelle stratégie nous allons pouvoir adopter afin de pouvoir optimiser votre portefeuille au mieux. Donc actuellement, au vu de votre situation et du salaire que vous versez, soit 45 000 en salaire, donc on considère qu'il est plus avantageux d'adopter pour un compte d'épargne libre d'impôt, plus communément appelé le C. Tout simplement parce que donc, le rendement, bien évidemment, est à l'abri de l'impôt comme son nom l'indique, mais au niveau du REER, donc, les déductions sont certes déductibles d'impôt, mais toutefois, lorsque vous seriez à la retraite, un retrait est imposable. Actuellement, on estime que votre taux marginal d'imposition est à 38%, puis il sera similaire à la retraite. Donc, de ce fait, nous considérons qu'il est mieux d'attendre un peu plus que votre salaire augmente, afin de pouvoir sauver donc de l'impôt sur des taux d'imposition qui seront beaucoup plus élevés que ça. Donc, à ce moment-là, sauver davantage d'imposition plutôt que de le garder nul à l'heure actuelle. Regardons ensemble votre répartition de l'actif. Donc, actuellement, vous êtes chef d'entreprise, vous avez votre propre cabinet. Donc, c'est un investissement qui est considéré à risque. Donc, c'est important de le considérer dans votre portefeuille. Donc, comme on peut le voir, il prend actuellement 76% de votre capacité, enfin, de l'actif, excusez-moi. Et donc, il y a également donc, 4% qui sont reliés à des actions qui sont donc essentiellement canadiennes et mondiales. Donc, par rapport à votre profil qui est plutôt modéré, on va considérer donc d'avoir tout ce qui est la partie liquide, donc l'argent comptant, le CELI et le REER, devrait être investi dans les marchés obligataires. Pour laisser donc un 75% plutôt relié directement à votre entreprise. Au niveau de la stratégie de placement, donc nous considérons d'avoir une gestion qui serait plutôt dite ce qu'on appelle active, c'est-à-dire qu'on aurait un gestionnaire de portefeuille qui s'assurerait donc d'un bon rendement de votre portefeuille. Pourquoi est-ce que nous considérons ce type de gestion-là? Parce que tout simplement les marchés obligataires sont très susceptibles au niveau des taux d'intérêt. Actuellement ils sont relativement bas, donc une hausse des taux d'intérêt indiquerait donc une diminution à la baisse de votre portefeuille. Donc, un gestionnaire de portefeuille pourra adopter des stratégies de couverture afin de limiter à ce moment-là l'impact d'un taux d'intérêt.
regarder premièrement la rémunération. Donc, vous vous demandiez si la proportion de votre salaire était suffisante ou optimale en fait pour votre situation par rapport à celle des dividendes. Par la suite, on va regarder un peu réorganisation, planification disons, structurelle par rapport à votre entreprise et la société de gestion. Et on va terminer par la suite avec les autres considérations. Là, vous avez plusieurs questions de point de vue fiscal par rapport à votre situation, donc on va regarder ça. Donc, premièrement, en ce qui a trait au salaire et dividendes, quand on vient considérer les deux, en fait, il faut prendre en sorte que le salaire, en fait, pourquoi est-ce que c'est important d'en avoir un par rapport à votre situation à la retraite, c'est qu'il faut quand même être capable d'aller chercher des cotisations par rapport au REER ou il faut quand même être capable de pouvoir aller chercher la rente de retraite de la RRQ. C'est sûr qu'en contrepartie, un salaire, ça fait en sorte que lorsqu'on le reçoit dans son rapport d'impôt, on est imposé aux taux marginaux, donc c'est un petit peu plus élevé par rapport aux dividendes. Donc le dividende qui est imposé là, dans une trentaine de pourcents des proportions déterminées, non déterminées. Et également, justement, là, c'est moins imposé. Par la suite, c'est sûr que nous, on vient vous recommander pour optimiser votre situation, en fait, on veut optimiser la RRQ, vraiment pour assurer par rapport à votre retraite. Donc, on vous conseille minimalement, en passant du 45 000, au moins d'aller chercher la proportion du salaire, donc le monter à 57 400. Donc, vraiment pour optimiser cette partie-là. Et la contrepartie pour être versée en dividende, comme on vous a expliqué un petit peu plus tard, selon une stratégie de décaissement. Donc, ça va vraiment vous permettre, par la suite, avec la planification fiscale, que mon collègue va vous expliquer, d'optimiser votre situation. Donc voilà, au niveau de votre entreprise, présentement, vous nous avez parlé que vous avez 450 000 $ de placement dans l'entreprise qui sont placés dans des actions principalement. D'ici la prochaine année, vous voulez acheter une nouvelle clinique et vous voulez également vous acheter un chalet. On va pouvoir utiliser une partie de ces placements-là ainsi que vos revenus de l'année 2020 pour effectuer ces achats-là. Donc, premièrement, effectivement, vous allez pouvoir acheter la nouvelle clinique grâce aux revenus et au placement de l'entreprise. Voilà. Et dans les prochaines années, présentement, ce qui est important de comprendre, c'est que vous allez avoir droit à une déduction pour gain de capital lors de la vente de votre entreprise si vos actions répondent à certains critères. Le critère principal, les critères les deux plus importants pour vous, c'est que 50% des actifs de l'entreprise doivent servir à la gestion active de l'entreprise. C'est le cas présentement dans votre entreprise. Mais au moment de la vente, les actifs doivent représenter 90% de l'exploitation active de votre entreprise, et ça, ce n'est pas le cas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que d'ici les prochaines années, on va venir purifier tranquillement votre entreprise en vous versant du dividende de façon graduelle pour optimiser l'impôt à payer à titre personnel sur les dividendes. Tout ça dans le but d'arriver au moment où on va effectuer un gel au niveau de votre entreprise pour profiter de cette fameuse déduction pour gain de capital-là. Ce que ça implique, c'est que dans quelques années, potentiellement dans 3 ans, quand votre fille aura 18 ans, on va procéder à un gel. Ce que ça fait, c'est que vous allez vous donner des actions privilégiées votantes qui vont avoir une valeur fixe dans le temps à partir de ce moment-là. Et vous allez profiter du fait que votre entreprise est maintenant purifiée grâce aux sorties de dividendes qu'on a effectuées pour effectuer une cristallisation. Donc, profiter du montant de déduction pour gain de capital auquel vous avez droit. Ce que ça va venir faire, c'est que ça va venir augmenter la valeur de vos actions, ce qui va faire qu'au moment de la vente de l'entreprise à votre retraite, vous allez devoir payer moins d'impôts, vous allez avoir moins de gains en capital à présenter au fisc et vous allez avoir moins d'impôts à payer. Également, dans ce gel-là, ce qui va être important, c'est qu'on va profiter d'un de vos objectifs de vie présentement, c'est que vous voulez aider votre fille de votre vivant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer une fiducie pour laquelle on va créer de nouvelles actions ordinaires qu'on va lui donner. Et la fiducie va avoir comme bénéficiaire votre fille. Ce que ça va faire, c'est que la portion d'actions ordinaires qu'on va donner, que vous allez mettre au bénéficiaire, que vous allez donner à la fiducie, vont prendre la valeur dans le temps et au moment de la vente, comme votre fille va être majeure à ce moment-là, au moment de la vente, votre fille va pouvoir recevoir un montant de la vente de l'entreprise et également prendre sa déduction pour gain de capital personnel, ce qui dans l'ensemble, pour vous et pour votre fille et pour l'entreprise, va amener une diminution de l'impôt à payer lors de la vente de l'entreprise et également va venir aider votre fille de votre vivant au moment de votre retraite avec une somme d'argent qu'on va pouvoir calculer d'avance ensemble et estimer selon vos préférences. Pour, par exemple, si elle voudrait s'acheter, financer complètement sa maison sur laquelle elle aurait une hypothèque et tous ces exemples-là.
Donc voilà. Donc en fait, à quoi ça va ressembler, c'est ça. Vous avez présentement vos cliniques qui sont les pieds plats Inc., qui vont être dans votre GESCO que vous avez déjà présentement. Et vous allez avoir des actions privilégiées de gel sur lesquelles on va avoir appliqué la cristallisation, donc sur lesquelles on va avoir déjà économisé de l'impôt au moment de la vente de l'entreprise. Et également, on va créer des nouvelles actions ordinaires qui vont être réparties à un pourcentage optimal qu'on regardera ensemble entre vous et la fiducie de laquelle votre fille va être bénéficiaire. Donc, au final, ça va venir faire beaucoup économiser d'impôts au niveau de la vente et vous allez également accomplir l'objectif de laisser un héritage à votre fille de votre vivant. Donc, ce qui est important de comprendre, en fait, comme mon collègue l'expliquait, c'est en fond de porter une attention particulière pour la décision, donc la décision pour gain capital. Comme je l'ai expliqué, en fait, c'est que vous avez droit à ce montant-là seulement par personne, une fois à vie. Donc, un montant de 866 000 112 et qui va s'indexer. Donc, il y a 3 critères. Donc, détenus par vous des personnes liées pendant les 24 derniers mois. Donc, c'est sûr que si, dans le fond, même si vous décidez d'avoir des actions privilégiées, il n'y a pas de problème par rapport à ça, vous respectez déjà ce critère-là en ce moment même. Pardon. Dans les 24 derniers mois, 50% de la valeur des actifs et au moment de la vente, 90% de la valeur des actifs qui est faite pour générer du revenu d'entreprise exploité activement. Donc, lorsqu'on vient regarder, en fait, on a analysé par rapport aux 24 derniers mois, vous étiez en ce moment, en 2018, vous avez 6,63% des actifs contaminants, donc qui ne satisfont pas ce critère-là. Et cette année, en fait, il y avait 17,4%. Donc, en fait, ce qu'on a proposé de faire justement, quand vous allez devoir venir faire la cristallisation, en fait, il faut prendre en compte le 3e critère, 90%. Donc, si on le ferait aujourd'hui, ça ne serait pas optimal. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on propose de le faire au moment où est-ce que votre fille va devenir majeure et on va créer en même temps la fiducie. Donc, non seulement votre fille, dans le fond, il n'y aura pas nécessairement les règles de réattribution qui vont s'appliquer parce que c'est un enfant mineur. Donc, puisqu'elle va être majeure, si on va pouvoir, dans le fond, s'en exempter, si on peut dire. Et après ça, en venant faire une certaine purification, donc au moment de la vente, vous allez pouvoir satisfaire à ce 3e critère-là. Donc, purification, l'objectif, comme vous avez mentionné, en fait, la valeur des 2 entreprises, qu'elles soient acquéries séparément ou ensemble lors d'une fusion ou quoi que ce soit, ça va valoir 2,35 millions. Donc, l'important, c'est qu'il y ait 2,11 millions qui soient seulement pour tous les produits d'entreprise, toutes les activités d'entreprise. Donc, il faut garder ça en tête. Vous avez quand même quelques placements. Et, dans le fond, ce qu'on disait, c'est que les placements, vous cherchez comment est-ce que je les enlève de mon entreprise, j'aimerais essayer les avoir, comment est-ce qu'on purifie. Donc, ça va venir d'établir une stratégie de décaissement et arriver minimalement à 2,11 millions, qui est vraiment juste du revenu d'entreprise. Donc, les stratégies, c'est versement le placement en dividende et juste d'avoir des placements là, pour pouvoir la purifier. Ensuite, on voulait seulement porter une petite attention, là, étant donné que vous allez acquérir une nouvelle clinique, quoi que ce soit. Vous allez parler du nombre d'heures. Donc, c'est sûr que bon, vous allez avoir une nouvelle clinique, il faut quand même porter ce petit critère-là. Vous avez droit, dans le fond, à un taux d'imposition réduit sur les premiers 500 000. Par contre, étant donné que, avec les sociétés liées, associées, etc., les 2 cliniques ensemble, ça vaut pour la même chose. Donc, vous n'avez pas le droit, dans le fond, lors de faire des déclarations d'impôts, de demander une certaine déduction pour une entreprise et une autre ensemble. C'est vraiment les 2 qui sont pris en compte. Donc, c'est le revenu global des entreprises qui va devoir figurer sur la déclaration d'impôts. Donc, en fait, c'est juste de mentionner que vous aviez 3 employés pour satisfaire vos taux d'imposition sur les premiers 500 000, qui est à 17 là, selon le nombre d'heures. Il faut juste garder ça en tête là, pour pouvoir satisfaire ce critère. Ensuite, étant donné qu'on intègre maintenant le véhicule d'une fiducie dans votre entreprise, il faut juste vraiment faire une convention d'actionnaire, ça vous assure une certaine protection, advenant qu'il y a un décès, ce qu'on ne souhaite absolument pas, mais par rapport à la fiducie, quoi faire avec par la suite. Ainsi, le RER, donc vous demandez un petit peu comment optimiser la situation de votre fille, vous faire un certain legs, vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on propose de faire? C'est le régime enrichi d'épargne études. Donc, vous avez droit à des subventions. Selon, en fond, la proposition qu'on vous fait, vous allez être capable de cotiser au maximum en année les subventions du gouvernement. Donc, vous avez 30 de subvention sur le montant que vous allez cotiser qui vont pouvoir être mis dans le RER de votre enfant. Donc, et vous allez également pouvoir faire le report d'une année en arrière. Donc, cotiser 2 500 pour l'année dernière et pour les 3 années à venir jusqu'au maximum de l'enfant de la dernière année de sélection. Ensuite, bien posé par entreprise ou personnellement,
Si on le voit rapidement, là, un gain qui est imposé d'un point de vue personnel, c'est un petit peu comme salaire dividende. C'est juste que c'est un petit peu plus. Si on verse en dividende, en fait, un dividende c'est imposé moindre, mais lorsqu'on regarde en fond un gain en capital, c'est à 50%. Donc, c'est soit un dividende ou personnellement, mais dans une entreprise, c'est toujours moins imposé que lorsqu'on l'obtient personnellement. Donc, c'est pour ça qu'on conseille de l'avoir dans l'entreprise. Juste faire attention aux critères de purification dans les années à venir. Le seul chose qu'on voulait faire la mention ici, c'est l'exonération que vous allez acheter prochainement. Là, donc, un chalet, en fait. Il va y avoir une exonération de gain en capital parce que vous allez vendre dans les prochaines années là, votre résidence principale en ce moment. Donc, par la suite, ça va être le chalet qui va devenir la résidence principale et vous allez pouvoir obtenir une exonération sur le chalet. Au niveau de votre retraite, vous aviez beaucoup d'inquiétudes à savoir si vous alliez avoir assez d'argent pour financer votre retraite ainsi que tous vos désirs de retraite, surtout de voyager, en gardant toujours le même coût de vie que vous avez présentement. Ce qu'on a fait ressortir de tout ça, c'est que vous allez avoir besoin au total, du moment du début de votre retraite à 60 ans jusqu'à l'âge prévu de décès de 95 ans, vous allez avoir besoin d'un capital d'à peu près 1 800 000 $. Ça a l'air beaucoup dit comme ça, mais vous avez quand même votre entreprise que vous allez vendre au moment de votre retraite, qui a une belle valeur quand même au niveau d'un actif. Déjà, avec vos épargnes personnelles, votre REER que vous avez actuellement, qui va valoir 80 000 $, ainsi que les placements que vous allez faire dans votre CELI. Parlant de CELI, vous nous avez parlé d'un CELI dans le cadre du portefeuille d'une entreprise. Juste vous mentionner que ça n'existe pas. Les CELI, c'est vraiment toujours un placement à titre personnel. Ça ne peut pas être au sein d'une entreprise. Je voulais juste clarifier ça avec vous. Donc voilà, avec les placements que vous allez faire dans votre CELI également, qui vont valoir à votre retraite près de 180 000 $, ainsi que le restant des placements que vous allez faire dans votre REER une fois que votre salaire va être un peu plus important. Et la balance de votre CELI, parce que votre CELI va être maximisé, va être complètement plein au moment de votre retraite. Vous allez avoir déjà près de 450 000 $ d'accumulés en actifs monétaires placés. Et la vente de votre entreprise va vous rapporter quand même une bonne somme d'argent. Après le gel, on a évalué que les valeurs de votre entreprise vont vous rapporter, vos actions privilégiées vont valoir près de 1 750 000 $, en plus des actions ordinaires le pourcentage d'actions ordinaires que vous avez à garder pour vous. Donc, après impôt, on a évalué que vous allez sans problème avoir assez d'argent pour votre retraite. Vraiment, là, jusqu'à vos 95 ans, il ne va pas avoir de déficit au niveau de votre retraite. Vous allez même pouvoir faire probablement plus de voyages que vous pensiez, parce que vous allez terminer à 95 ans, il va vous rester encore de l'argent pour vos héritiers. Donc, à ce niveau-là, on pourrait aller augmenter vos objectifs, augmenter votre coût de vie, puis voir ensemble de quelle façon on pourrait venir potentialiser ça pour que vous ne finissiez pas avec trop d'argent à votre décès, si vous voulez, en fonction de combien vous voulez laisser à votre héritage. Au niveau de votre décès, on voulait juste s'assurer avec vous que votre testament était notarié. Généralement, c'est le testament qu'on privilégie parce que ça amène moins de délais et de frais au décès, parce qu'il est déjà homologué et facilement retrouvable. Dans votre testament, ça serait important de spécifier spécifiquement que votre REER à votre décès va aller à votre fille pour l'instant, parce que pendant la période de temps où votre fille est mineure, vous pouvez faire un roulement de votre REER. Vous n'aurez pas d'impôt à payer dès votre décès. Et jusqu'à ses 18 ans, elle va pouvoir se verser un revenu à partir de ce REER-là et payer de l'impôt personnellement jusqu'à ses 18 ans. Donc, à ce niveau-là, ça serait bénéfique. Après ça, malheureusement, une fois qu'elle sera majeure, vous allez devoir vous imposer sur le montant restant dans votre REER. Également, une fiducie testamentaire, c'est quand même important à mettre en place maintenant parce que si vous mourrez et que votre fille est encore mineure, généralement, on préfère qu'un fiduciaire, quelqu'un de confiance, prenne des décisions pour elle au niveau de l'argent qu'elle va utiliser jusqu'à temps qu'elle soit majeure ou à peu importe l'âge que vous voulez, la rendre un peu libre avec l'argent que vous lui laissez comme héritage. Regardons les protections pour finir. Donc, au niveau des assurances, on a convenu que votre assurance invalidité couvrait déjà environ 75% de votre salaire. Donc, il n'y aurait pas besoin à ce moment-là de maximiser davantage cette assurance-là. Toutefois, si votre salaire deviendrait à augmenter, il faudra donc à ce moment-là ajuster la proportion. Au niveau des protections juridiques, donc, ce serait important de donner une procuration générale, étant donné que vous êtes travailleur autonome. Donc, c'est en période de rush que quelqu'un puisse gérer vos actifs comme votre déclaration de revenus, etc. Également, un mandat en cas d'inaptitude serait essentiel pour vous. Ça permet de déterminer à ce moment-là qui va s'occuper de quoi si jamais vous êtes inapte, notamment en termes de votre entreprise, pour vos soins de santé, etc. Donc, nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous sommes ouverts à la période de questions.
va commencer la période de questions. Oui, moi j'avais une question. Donc là, vous me dites que finalement, mon opérante, c'est mes deux incorporations. Vous me dites de les purger et que j'aurai une fiducie à côté. On m'avait dit qu'une compagnie de gestion, ça pourrait être intéressant. Oui, en fait, ça c'était une coquille dans le PowerPoint. La deuxième compagnie au-dessus de la première compagnie incorporée, c'était la gestion. Vous avez déjà présentement une GESCO mise en place, une petite erreur de notre part. Fait que vraiment, vous avez déjà la GESCO qui va posséder les deux cliniques. Donc, ça va vraiment être déjà cette structure-là, qui effectivement est une structure très appréciable pour la gestion des placements et des placements liquides au niveau des pourcentages d'actifs pour la vérification. Vous m'avez dit que j'allais avoir assez d'argent pour ma retraite. Ça, c'est une bonne nouvelle. Comment je vais faire à la retraite pour retirer? Je garde ma compagnie, l'argent va venir de où? J'ai des choix à faire aussi au niveau de la RRQ, la pension de sécurité vieillesse. Je pense à quel âge? Comment ça va se passer? OK. Parfait. On va essayer d'y aller élément par élément. C'est sûr que la pension de sécurité de vieillesse, idéalement, on la prend à partir de 65 ans. En fait, je recommence ma réponse. Donc, pour la pension de sécurité de vieillesse, comme vous allez avoir beaucoup d'actifs au moment de votre retraite, on va la repousser à 70 ans pour profiter de la bonification de cette pension-là. C'est sûr que là, c'est ça, on va profiter de la bonification de cette pension-là. Au niveau de la RRQ, maintenant, avec votre nouveau salaire dans 57 400 $ qui va être indexé, on va vraiment venir maximiser ça le plus possible pour augmenter les prestations de la RRQ. Et également, on va pouvoir profiter de la bonification vu que vous allez avoir beaucoup d'actifs. Les autres éléments de votre question? Concernant ma compagnie, l'argent va venir de où? De Montréal, c'est lié de la compagnie, là, je suis un petit peu confus. OK. Au niveau de votre retraite à 60 ans, vous allez avoir vendu votre compagnie. Effectivement, ça va vous donner beaucoup d'actifs en main que vous pourriez mettre dans une société de gestion pour gérer vos placements et économiser de l'impôt avec les pourcentages d'impôt d'entreprise, ce qui serait vraiment optimal au niveau de l'impôt, et vous versez encore une fois des dividendes au fil des années pour faire le revenu que vous allez avoir besoin à la retraite. Ça va venir minimiser d'une façon optimale pour minimiser l'impôt personnel. Avec ça, on va pouvoir vous donner le revenu nécessaire au fil des années. Et également, c'est ça. Moi, j'avais une question. Les assurances, la détention va se faire comment? Je prends ça personnel. Est-ce qu'on parlait de gain en capital? Je sais que j'ai une compagnie de... Voulez-vous préciser de quelle assurance si j'ai des assurances à prendre ou si les assurances actuellement, est-ce que je devrais les déter personnellement? Ça va avoir d'autres avantages plus intéressants pour moi? Au niveau des assurances actuellement personnelles, votre temporaire 20 ans, effectivement, vous avez actuellement 400 000 $. Elle est très importante jusqu'à son échéance parce que ça vient couvrir les besoins de liquidité successorale en devenant votre décès pour payer l'impôt dans la succession. Advenant les autres assurances, on n'en avait pas pris particulièrement plus parce que vous étiez déjà bien assuré. Oui, exactement, mais c'est plus au niveau des... ce qui est plus avantageux, parce que c'est mieux que ces entreprises qui payent la bonne assurance. Oh, OK. C'était bien ça votre question? C'est sûr qu'au niveau de l'entreprise, généralement, les primes pourraient être moindres, mais généralement, on va essayer plus pour une assurance personne clé dans l'entreprise, parce que l'assurance personne clé va permettre, en cas que vous seriez plus apte à gérer votre entreprise, à ce que votre entreprise puisse perdurer un peu jusqu'à temps que vous fassiez la liquidation d'entreprise pour profiter de vos actifs. Là, on ne veut pas que ça s'écroule pendant que vous êtes plus apte à travailler. Mais au niveau des autres assurances, ça fonctionne avec votre situation actuelle. J'ai le droit de désigner un bénéficiaire pour Montréal? Je dois faire ça? Oui, effectivement. En fait, c'est... Oui, OK. En fait, le roulement est automatique quand c'est à votre conjoint. Au niveau de l'enfant mineur, ce qui est particulier, c'est que dans votre testament, vous devez spécifiquement citer que votre REER va avoir comme bénéficiaire votre enfant mineur pour que la règle du roulement du REER à l'enfant mineur s'applique. Et après ça, il va avoir un plan de décaissement jusqu'à sa majorité pour venir diminuer l'impôt à chaque année que votre fille va devoir payer sur le revenu qu'elle va recevoir de ce placement-là. Vous mentionnez CELI ou REER. Vous allez vers le CELI.
La balance, est-ce que c'est C'est bon? terminé malheureusement la période des questions.